Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire d'avion. Aujourd'hui, un reportage exceptionnel avec Xavier, pilote DC-145 sur la base de Besançon, Dragon 25. Vous verrez, reportage riche en histoire et exceptionnel. J'espère que vous serez nombreux à la regarder. Abonnez-vous et à bientôt. Salut Xavier. Salut. Merci d'avoir accepté l'interview d'aujourd'hui. Tu es pilote sur la belle machine qu'on voit derrière. Je te laisse te présenter en 2 mots. Alors Xavier Millet, j'ai 59 ans. Je suis pilote à la sécurité civile depuis 22 ans maintenant. Ancien pilote militaire, j'ai fait une carrière courte dans l'aviation légère de l'armée de terre. Et où j'étais pilote sur ce qu'on appelle chez nous hélicoptère de manœuvre, donc Puma, Super Puma. Et puis après j'ai postulé pour la sécurité civile. Et puis j'ai eu la chance d'être retenu. Et donc ça fait donc 22 ans maintenant et 20 ans à Besançon. D'accord, ok. Qu'est-ce qui t'a amené dans le domaine de l'hélico ou de l'aviation? Alors, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Moi je suis originaire de Chamonix. Alors des hélicos, j'en ai vu toute ma vie Ah oui, au-dessus de j'imagine. la tête. Mon père en plus était pompier, donc il allait régulièrement à la Ouais. DZ des Bois, hein. Historiquement c'était là-bas, et ils sont toujours d'ailleurs les hélicos du secours en montagne, faire les transferts à l'hôpital. Donc moi j'ai toujours eu envie de ça. Je suis la génération Apocalypse Now, hein, où on a Ouais. vu les hélicos à la télé. Et puis voilà, donc moi j'avais vraiment envie de ça. Je suis rentré dans l'armée, je suis passé par l'armée, hein, parce que ça me plaisait aussi, bien sûr, Mhm. hein, parce qu'on ne peut pas être pilote d'hélico militaire si on n'aime pas non plus, si on n'a Évidemment, pas envie de c'est sûr. s'engager, hein. Bah oui, Il y a des tests, hein, qui sont là pour justement faire le tri entre ceux qui veulent juste voler et ceux qui veulent faire ce métier c'est ça, à bien fond. sûr. Donc voilà, je suis passé par l'armée et j'ai eu la chance d'avoir une belle carrière parce que dans l'hélicoptère de manœuvre, par rapport aux hélicoptères légers, là, on fait beaucoup d'outre-mer par exemple. Mhm. Donc j'ai eu la chance de beaucoup bouger, de faire pas mal de campagnes, pratiquement le tour du monde. J'ai fait une campagne Jeanne d'Arc en plus. Donc Ah ok, on a été volé au Brésil, ouais, partout un peu en Europe, en Asie, enfin bref, en Afrique bien sûr, en ex-Yougoslavie. Et puis au bout d'un moment, au bout de 15 ans quand même, c'est quand même un rythme un peu soutenu. Mhm. Même Bien sûr. pour la famille, c'est compliqué. Et puis il y avait toujours dans la tête l'idée quand même du secours, hein, parce que Oui, c'est quand même particulier, hein. On allie le plaisir à quelque chose de gratifiant. bien sûr. Ah oui, bah complètement, ouais. Ouais, ouais, Donc ouais. voilà, j'ai mis fin à ma carrière militaire et j'ai réussi à rentrer dans la sécurité civile. Ok. Est-ce que dans ton métier, il y a un lien direct avec les pompiers ou pas du tout? Alors oui et oui, tout à fait. Alors nous, sécurité civile, on appartient au ministère de l'Intérieur. Mhm. Donc c'est le groupement des moyens aériens de la sécurité civile, sur lequel il y a 2 entités. Il y a la base avion, hein, Mhm. c'est les Canadair, les bombardiers d'eau. Ouais. Et puis il y a les groupements hélicoptères, qui sont toutes les bases de la sécurité civile. Il y a 23 bases en France métropolitaine et outre-mer. Et donc avec chacune 1 ou 2 hélicoptères, ça dépend. Et, euh, et, et je me souviens plus de la question. Donc en fait, la question c'était de savoir si tu avais eu, enfin, toi, tu n'as pas un cursus de pompier, par Non, exemple. Il les y a... pompiers, alors effectivement, nous, sécurité civile, c'est le ministère de l'Intérieur, mais Ouais. en fait, on travaille en partenariat Mhm. avec soit les pompiers, soit les SAMU, soit les gendarmes du secours en montagne, soit éventuellement même, on peut faire éventuellement des missions de police, parce que le ministère de l'Intérieur, en France, la police n'a pas d'hélicoptère en propre. Donc Ok. jusqu'à il y a quelques années, si la police, par exemple les unités du RAID, qui sont des unités d'élite, avaient besoin d'un moyen héliporté, eh bien, ils allaient faire appel à la sécurité civile. Or, depuis quelques années, eh bien, la gendarmerie nationale, qui sont des militaires, Mhm. ils sont pour emploi au ministère de l'Intérieur. Et donc la mission de police, elle est reprise plutôt par la gendarmerie. Ok. Et la sécurité civile fait plutôt la mission de secours. Donc ça veut dire qu'en fait, tu travailles avec quasiment tous les corps de sauvetage Exactement. et de protection de Étatique. France, en Ouais, fait, c'est ça. étatique. C'est-à-dire que nous, on est vraiment partenaires, on n'appartient pas à l'hôpital, on n'appartient pas aux pompiers, on n'appartient pas aux gendarmes, mais on travaille avec ces gens-là. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a des bases qui sont médicalisées et d'autres Mhm. qui ne le sont pas. Nous, Ouais. on n'est pas médicalisés. C'est-à-dire que si le SAMU a besoin de nous, ils font appel à nous, on va les chercher. Bon, c'est à 3 minutes de vol, c'est l'avantage. Oui. Mais il y a d'autres bases, j'ai d'autres collègues où il y a carrément un équipage du SAMU qui est dans l'hélicoptère H24, Ok. par exemple. D'accord. Mais ça, voilà, chaque région est un peu différente. Si tu devais me donner quelques avantages de ton métier aujourd'hui. Bah, l'avantage, c'est de faire un métier où quand je me lève le matin, j'ai pas l'impression d'aller au bureau, Ouais. déjà. Ouais.
Et puis voilà, comme je disais, on allie le plaisir un peu égoïste du vol à quelque chose qui a une finalité autre qu'aller faire du offshore, du levage Ouais, ou des bien choses sûr. qui sont plus, entre guillemets, terre à terre, on va dire. Il y a quelque chose d'un peu plus motivant. Euh, voilà. Et puis la particularité aussi de notre travail, c'est que par rapport à ce que moi j'ai connu quand j'étais militaire, ben, on est beaucoup plus sédentaire. Donc Mhm. pour moi, personnellement, c'est un avantage parce que j'ai beaucoup bougé avant. Voilà, Et ouais. donc après, c'est un peu la particularité de la sécurité civile, c'est quand on est sur une base, on n'en bouge pas beaucoup. Moi, ça fait 20 ans que je suis en Franche-Comté. C'est un choix, hein. Oui, Je pourrais, si je voulais, aller ailleurs. Mais c'est aussi une exigence du boulot parce que le métier est quand même assez pointu. Et le fait de connaître bien son territoire, avec ses particularités météo, de relief, bien connaître ses partenaires, ça demande du temps. mm, Et avant d'être à l'aise quelque part, il faut beaucoup de temps. C'est pour ça que chez nous, les pilotes, ils sont spécifiques. Par exemple, il y a des pilotes montagne, il y a des pilotes qui sont mer, il y d'accord. a des pilotes qui sont plaines. Ok, Et moi, personnellement, je ne pourrais pas aller faire un renfort à Chamonix parce que je ne suis pas qualifié haute montagne. ok. Ouais, Donc, et pareil, je ne peux pas aller faire un renfort sur une base mer parce que je n'ai pas la qualification, du moins elle n'est pas entretenue, mhm, une qualification pour aller faire du secours de jour comme de nuit sur un bateau. d'accord. Voilà, donc on entretient des qualifications. Donc ça fait à peu près 20 ans Ça fait 20 que ans tu es ici? que je suis à Besançon. Ouais, depuis la création de la base, en fait. La base a été armée et créée en 2003. Ok, Et on a d'accord. fêté les 20 ans en septembre 2023. Donc j'imagine que sur 20 ans de service, avec des belles machines, alors ouais, c'est pas une machine qui a 20 ans, mais presque, ouais, En fait, presque. Oui, si, comme en tous fait, les hélicos, quasiment. ils sont arrivés dans la sécurité civile quasiment en même temps que moi je suis arrivé. Le premier hélicoptère est arrivé en 2001, je crois, D'accord, 2001-2002, ouais, ouais. parce qu'avant on était armé avec des Alouettes 3. Mhm. Et puis ça fait 20 ans maintenant qu'on a des EC-145. J'imagine qu'avec des belles machines comme ça, tu as des anecdotes particulières qui te sont arrivées, que ce soit des belles anecdotes, des choses sympathiques. Oui, alors il y en a plein. Alors il y a des anecdotes plus complexes, c'est notamment le Covid, hein, parce Oui, que c'était très particulier, parce que là on a fait beaucoup de transferts. On a beaucoup travaillé en Alsace, et on faisait des transferts sur l'Allemagne, sur la Suisse et sur la France, tous les hôpitaux où on pouvait. Et ce qui était très très bizarre et particulier, c'est que on était les seuls à voler. ouais. C'est-à-dire que sur la fréquence, on entendait nous, les hélices mûres, et c'est tout. Il n'y avait pas un avion de ligne. Et quand on regardait le sol, rien ne bougeait, tout le monde était confiné. Et ça, c'était quand même très très particulier. Mais ça, bon, c'était pas propre à l'EC-145, mais c'était propre à notre boulot. À C'est-à-dire ta qu'à mission, ouais. cette mission-là, à cette période-là, il n'y avait que nous qui volions de jour comme de nuit. Mhm. On entendait très peu de monde sur les fréquences et c'était que Ouais, des hélicos de secours. ouais, ça doit être assez. Ouais, ça faisait un peu fin du monde. Ouais. C'était un peu J'imagine. particulier. Il y a des sauvetages qui t'ont marqué plus que d'autres ou... Oui, bien sûr. Alors après, c'est difficile de faire le tri parce que quelque part, c'est un peu le quotidien. Mhm. Mais il y en a quelques-uns qui sont plus pointus. Bah, notamment, c'est toujours pareil, c'est quand la météo est pas belle, Ouais. hein, où ça devient un peu plus compliqué. Quand il faut gérer le pétrole et que voilà, il faut prendre certaines décisions parfois. Après, oui, il y a forcément des secours qui peuvent plus nous toucher que d'autres, hein, vis-à-vis des gens qu'on emmène, qui peuvent être dans des états parfois Ouais. un peu difficiles à supporter, même pour nous qui ne devons pas trop nous impliquer il faut laisser faire les Mhm. équipes médicales et nous on a un boulot devant à faire. Mais c'est vrai qu'il y en a forcément quelques-uns qui sont plus compliqués que d'autres. Moi j'ai le souvenir notamment d'un secouriste, là on a été secourir un pompier qui lui-même s'était mis en danger lors d'un secours et c'était par nuit noire, donc on fait du vol de nuit avec les jumelles de vision nocturne. Et ça avait été assez chaud, assez compliqué parce que la météo était mauvaise. Et voilà, ça fait partie de ces vols où de temps en temps on y repense parce qu'ils sont un peu différents des autres, quoi. Ouais, 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 tout à fait. Si on revient sur un point de vue plus 100% opérationnel, est-ce que tu peux nous expliquer comment un équipage se constitue sur cette machine? Ouais. Il y a deux pilotes. Alors, chez nous, il y a un pilote et un mécanicien opérateur de bord. D'accord. Donc les mécaniciens opérateurs de bord, ce sont d'abord des mécaniciens sol Mhm. et pour certains des anciens mécaniciens navigants des armées. Et donc le travail, il est plus qu'un assistant de vol. C'est-à-dire que l'assistant de vol qui existe chez nous dans les hélices mûres, il est là pour répondre à des normes européennes qui impliquent d'avoir deux personnes devant pour qu'il y ait deux paires d'yeux qui regardent dehors. Nous, le mécanicien opérateur de bord, il a un vrai rôle à bord, enfin un peu plus qu'un assistant de vol dans un hélice mûre. C'est-à-dire qu'il va aider le pilote à tout ce qui est navigation.
Il D'accord. va aider le pilote, c'est lui qui va trafiquer à la radio avec les équipes spécialisées au sol, donc Ok. les pompiers, les gendarmes. Ouais. Et surtout, la particularité de notre métier à nous, sécurité civile, c'est le treuillage. C'est-à-dire que c'est lui qui va être opérateur du treuil. Et donc, on ne pourrait pas faire sans lui, forcément. Ok. Par D'accord. contre, il n'est pas pilote, effectivement. Il n'est pas accrédité à piloter la machine. D'accord. Ok. Donc il lui manque en fait pas beaucoup finalement Non, pas pour beaucoup. avoir la. Non, il ne lui manquerait pas beaucoup pour faire, hein, mais pour l'instant, effectivement, il n'y a qu'un seul pilote à bord et lui, il est là pour aider le pilote D'accord. Donc vous êtes en fait deux tout le temps. Ouais. sur la machine. Il n'y a pas une équipe de médecins ou Alors, de les choses équipes, comme elles ça. sont, comme nous, on n'est pas médicalisé à Besançon. Oui. C'est à la demande, si on a une demande qui émane du SAMU de Besançon, eh bien, on va aller récupérer une équipe médicale. D'accord. Et donc, la particularité, c'est que donc, on travaille soit avec le CHU de Besançon pour tout ce qui est médicalisé, et puis on a toutes les missions spécifiques qui ne sont pas forcément médicalisées, hein, qui sont spécifiques de ce qu'on appelle le secours à personne. Le secours à personne, c'est aller chercher des gens qui ne sont pas forcément blessés, mais qui potentiellement sont en détresse ou sont dans une situation qui fait qu'il faut aller les secourir, Oui. parce que c'est quelqu'un qui est pendu sur une via ferrata, parce que c'est quelqu'un qui est perdu dans les bois avec ses enfants alors que la nuit va tomber et Ouais, qu'il ouais. neige. C'est des gens qui potentiellement sont et qu'il faut aller les secourir. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le secours à personne. Et là, il n'y a pas besoin d'une équipe médicale. Ok. Donc ce type de secours, on va le faire avec des partenaires, Ok. des pompiers, qui sont ce qu'on appelle en France des grimpes, ou des gendarmes du peloton de gendarmerie de haute montagne de Morée, qui sont des secouristes spécialisés dans le secours héliporté et qu'on entraîne tout au long de l'année pour faire des missions de jour comme de nuit Ok. sur ce type qui peuvent être aussi des recherches, des personnes qui ne sont pas rentrées chez Comme eux. on discute maintenant de genre de mission que tu pratiques ici, est-ce que la région dans laquelle on est ici, est-ce qu'elle représente des choses particulières au niveau du sauvetage? Est-ce qu'il y a des risques inhérents qui sont peut-être plus prononcés que d'autres sur cette région-là? Alors effectivement, chez nous, comme je te le disais, il y a des spécialistes. On est spécialisé on va dire, par type d'environnement. Chez nous, on considère que la haute montagne commence à 2500 mètres. D'accord. Et à partir de 2500 mètres, on a une qualif qu'on va dire haute montagne. Donc les pilotes d'Annecy, Chamonix, Grenoble, Perpignan, Cannes, la Corse, ils sont spécialisés en montagne. Après, on a toutes les bases qui sont sur le littoral, où là, ils ont une particularité, c'est le secours en mer. Donc aussi, ça veut dire que les gars sont entraînés pour aller faire du treuillage sur mer, sur bateau, de jour comme de nuit. Nous, ici, on est considéré comme une base pleine, même si on a du relief. Alors, Oui, ouais, les bases pleines, complètement, ouais. chez nous, c'est Strasbourg, qui a aussi les Vosges, c'est Besançon, donc la Franche-Comté avec le Vosges et le Jura, c'est Lyon, qui travaille un peu sur les Alpes et sur le Massif central, c'est Clermont-Ferrand sur le Massif central, Ok. Ouais. et Paris. Alors Paris, par contre, ça, c'est Ah oui, plat. Paris, c'est tout plat, ouais. Mais donc toutes ces bases, sauf Paris, on va dire, elles ont quand même un relief montagneux, Bien sûr. donc avec des contraintes liées même à la moyenne montagne. Et la particularité de la Franche-Comté, eh ben, la grosse particularité, c'est qu'on n'a quasiment pas de météo aéronautique, parce qu'on a en fait les météos qu'on a en aéronautique, c'est celles qu'on a sur les terrains, sur les aérodromes, et pas celles simplement qu'on va entendre à TF1. Oui, tout à fait. Ou à Météo France, voilà, ça ne nous suffit pas. Il nous faut normalement plus de précision sur la météo. Et donc, on s'appuie en général sur les terrains aéronautiques qui ont des stations météo. Or, ici, sur la région, elles sont à l'ouest du relief jurassien. C'est Dole, c'est Luxeuil. Et puis, elles sont de l'autre côté du massif jurassien, c'est la Suisse. Or, comme on a des flux d'ouest, eh ben, ce qui se passe à Neuchâtel ou à Genève, c'est pas tellement pertinent sur ce qui va se passer sur le Jura. Complètement, oui, tout à fait. Sans parler du fait qu'avec l'influence du lac Léman, du lac de Neuchâtel, c'est très humide. Et souvent, c'est très brouillageux. Il y a beaucoup de brouillard sur la Suisse, alors qu'au-dessus des Vosges, au-dessus du Jura, il fait grand beau. Voilà, tout à fait. On connaît le problème. Donc voilà, nous, la particularité, c'est ça, c'est la météo. Ce n'est pas tellement les performances à cause de l'altitude, parce que ça monte au plus haut à 1500 mètres, donc on n'est pas du tout gêné par les performances de cette machine qui est qualifiée pour 6000 mètres. Et nous, ce qui nous intéresse dans cette machine, c'est qu'elle monte à 4810 mètres. Voilà. C'est tout ce qu'on lui demanderait. Oui, tout à fait. L'altitude du Mont Blanc. Elle le fait très bien. Mais voilà, nous, la difficulté, c'est la météo et les élongations, parce qu'on a un terrain de jeu qui est assez long. En général, c'est 30 minutes autour de Besançon. Et à 30 minutes, on va à la limite du département de l'Ain, un peu plus dans le sud. Et puis au nord, eh ben, on va jusqu'au Ballon d'Alsace. Donc on a quand même un joli petit terrain de jeu.
Ouais, c'est énorme. Et puis on est les seuls dans la région à faire ce qu'on fait. Alors à Besançon, il y a un hélice mur, mais Mhm. pour faire du treuillage, on est les seuls. Ah ouais, Donc ok. oui, parce que sinon il y a les gendarmes à Dijon, mais eux ils font plutôt la mission de police. Et Oui, ils sont en deuxième intention sur la mission de secours. ok, Et donc d'accord. ils sont pas aussi réactifs. Et puis ils n'ont pas de machine, ils n'ont pas de C145, ils ont un EC135 qui est quand même plus petit, donc Oui, quand même oui, beaucoup moins pratique. ouais, bien Donc sûr. oui, la particularité c'est la météo. Ça veut dire qu'il faut un petit peu d'expérience avant de prendre bien toute la complexité de comment on va interpréter la météo qu'on va lire sur les terrains et Mhm. puis comment on va interpréter ce qu'on va pouvoir voir sur Internet, sur les mouvements sur les satellites, Ouais, etc. bien sûr, ouais, tout à fait. Et puis voilà, donc ça, et puis alors on s'appuie aussi sur tout un tas de webcams. Mhm. Donc ça, c'est pas aéronautique, mais ça aide quand même la décision Complètement, pour le ouais, bien sûr, pilote avec bien pas sûr. mal de webcams qui nous permettent de voir, ben, tiens, quel temps il fait du côté du Haut-Doubs, du Haut-Jura, quoi. J'ai un exemple concret, hein. Moi, j'habite dans la région du Jura suisse. Et puis, je viens régulièrement voler sur le TB30 ici. Et puis, effectivement, entre chez moi et la base ici, ben, on a des météos qui sont Ah complètement bah ouais. différentes et qui n'ont vraiment rien à voir, quoi. Absolument. Et tu me parlais tout à l'heure d'un secours qui m'a marqué et ça me fait penser à quelque Mhm. chose. Il y a quelques années de ça, on a fait un secours assez terrible à Montbéliard, pays de Montbéliard, et c'était un hélicoptère qui venait de Suisse. Et c'était un jeune pilote qui avait une expérience certaine, mais qui n'était pas qualifié IFR. Et il a décollé de la région de Lausanne avec des chefs d'entreprise, je crois, et il s'est mis une pression de Coupe du Monde parce qu'arrivé, il faisait beau sur le Jura, Ok. mais arrivé à Montbéliard, eh ben, on redescend du Jura et c'était brouillard. Et lui, il s'était dit absolument, il faut que je le fasse. Je me suis engagé à emmener ces gens-là. Et il a voulu percer le brouillard sans être qualifié aux instruments. Et il Ouais. s'est craché. Et nous, on a été faire le secours. Nous, l'avantage, c'est qu'on partait de Besançon. On connaît bien le coin, on sait où sont les lignes. Et puis on est passé Mhm. par-dessous. On Mhm. était déjà en visu du sol. Et en y allant doucement, petit à petit, on est arrivé jusqu'au secours. Et on est arrivé, donc il y avait des morts, des blessés. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais je me souviens que ça avait marqué notre équipe médicale, Oui, parce qu'ils descendaient d'un hélicoptère et ils allaient secourir des gens qui eux-mêmes sortaient d'un crash d'hélicoptère. ouais, ouais. Et après, il a fallu débriefer parce que quelque part, même si c'est des gens qui avaient déjà pas mal volé avec nous, eh ben ça marque quand même. Ah oui, terrible. Parce qu'on Ouais, on est j'imagine. obligé de s'identifier aux gens qu'on est en train de Ouais, secourir. bien sûr, Donc, oui, bien ouais, sûr. Ouais, ça donc doit être. la météo et souvent on le voit, les accidents qui sont liés à la météo, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à dire non ou ils n'arrivent pas à faire demi-tour assez tôt. Mhm. Et c'est d'autant plus dommage qu'en hélicoptère, on peut toujours s'arrêter, se poser dans un Oui, bien champ. sûr. En avion, c'est sûr qu'à un moment, il faut faire, quand on peut plus voler, il faut faire Il y demi-tour, a il un faut choix à faire faire, un quoi. Oui, choix à bien faire. sûr. En Ouais, ouais. hélicoptère, on peut aller beaucoup plus loin, Mhm. ce qui peut être aussi dangereux, mais il faut toujours se garder une porte de sortie, quoi. Si on reprend le cursus de ta formation, justement, si on reprend aussi ces questions de météo, vous avez un simulateur qui permet d'avoir ce genre Alors, de contraintes météo ou non, le simulateur qu'on a, alors c'est une obligation, hein, pour entretenir nos Oui, qualifications. Chez nous, le centre de formation, il est à Nîmes. Donc tous les ans, les pilotes vont se faire proroger leur ok. qualification à Nîmes. Et là-bas, on a un simulateur. Mais c'est un entraîneur de procédure. Alors on peut faire de l'IFR, on peut faire plein de choses. On peut faire des rentrées en couche, etc. Mais ça reste un simulateur. Oui, C'est pas quelque chose. Alors si effectivement on fait un travail qui est assez intéressant, on fait un travail en équipage où on va faire, il y aura le pilote et un mécanicien opérateur de bord qui ne sera pas forcément celui avec lequel on a l'habitude de travailler. oui, oui, ça Et ce fait qui est une beaucoup. bonne chose, Ouais. parce que ça permet de croiser les expériences et en même temps de voir qu'on est standard. Oui. C'est-à-dire que quel que soit le pilote et quel que soit le mob chez nous, on doit pouvoir parler la même langue Mhm. parce qu'on a un carcan de procédures et de checks à faire et de phraséologie qui sont définis et qui permettent de travailler avec n'importe lequel Bien d'entre sûr. nous. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il peut arriver que de temps en temps, on a un pilote en renfort ou un mécanicien en renfort, il faut qu'on parle la même langue, qu'on se Complètement. comprenne. Bien Voilà. sûr. Donc, lors de cette séance de simulateur, l'instructeur il va nous mettre dans une situation qui est proche de ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on a un appel du CODIS ou du SAMU pour aller faire un secours. Donc on part avec l'hélico et puis il va bien entendu nous simuler une mauvaise météo et il va rajouter en nous coupant un moteur, en nous mettant le feu quelque part, Ouais, ouais, en faisant ouais. tout un tas de trucs que heureusement on espère ne nous arrivera pas, Évidemment. mais qui permettent effectivement d'aller plus loin Mhm. que lorsqu'on fait de maintien de compétences avec l'hélicoptère, ce qu'on fait aussi. Hein, parce que Ouais. tous les 6 mois, nous, on fait du maintien de compétences, on a un instructeur qui vient et on va faire des procédures de panne, etc. Ok. Donc c'est un simulateur qui est sur vérin comme les pilotes de Voilà, ligne. c'est Ouais. ça. Ça bouge. Ça bouge un petit peu, Ok. mais ça reste basique, mais ça permet d'entretenir ses qualifs. Et là, ils sont en train de chercher un autre simulateur, puisqu'on a fait l'acquisition de H145. Oui. Et donc, là aussi, il faut de la simulation. C'est vrai que ça permet de faire
pas mal de choses qu'on ne Ouais. peut pas faire en vrai, quoi. Ouais, Notamment ouais. des autorotations, des choses comme ça qu'on ne fait plus sur des bimoteurs parce que la probabilité de perdre les deux moteurs est assez faible. Mhm. Et donc, en fait, dans les armées, quand on faisait des entraînements de autorotation, on cassait plus de machines en entraînement que pour Ouais, de vrai. c'est ça. Ouais, Au bout d'un moment, il faut faire des choix. ouais, c'est pas génial, tout à fait. Non, c'est pas génial. Si on veut expliquer à quelqu'un le cursus pour avoir le job de rêve que tu fais, on doit commencer de où? Qu'est-ce qui est conseillé? Qu'est-ce que toi, tu conseillerais à un futur candidat qui voudrait venir travailler Alors, à la sécurité civile? sécurité civile, c'est ouvert. La particularité, c'est qu'on ne prend pas de jeunes, entre guillemets. Il n'y a pas d'initiaux. Il y en a plus. Il y en a eu, mais en fait, c'est pas rentable pour notre métier. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, on est pilote opérationnel, on est seul à bord et on va faire une mission qui peut être complexe. Oui. Donc, il faut de l'expérience. On ne peut pas avoir un pilote qu'à 100 heures. C'est pas possible. Donc, chez nous, les prérequis, c'est déjà d'avoir 8 ans d'expérience professionnelle et 2500 heures de vol et 200 heures de nuit. Ok. Donc, ça ne s'adresse pas en particulier à des pilotes en particulier. Et il faut avoir, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir été un ancien pilote militaire ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que dans le cursus, le cursus qui est recherché, et il faut être aussi, ce que je n'ai pas précisé, il faut être IFR théorique au minimum. Ok. Parce que la machine est bimoteur et elle est IFR. Bien sûr. Et nous, on est pilote entretenu en IFR. Après, c'est vrai que lorsqu'on vient des armées, on a fait du JVN, on a fait du treuil, on a fait du sling, on a fait du vol en basse altitude, on sait se poser n'importe où. Donc on a un cursus qui est parfait. Donc le militaire, c'est le candidat idéal en C'est le candidat fait. idéal, et puis c'est le candidat classique. Mais moi, dans mon recrutement, il y a 20 ans, il y a eu le premier pilote pur civil de la sécurité civile. Ok. Donc il y en a quand même, Il y en a et quand tant même. mieux, parce Ouais. que ça permet, déjà, à une époque, il n'y avait que des pilotes de l'armée de terre. Et puis, ça s'est ouvert à d'autres, des marins, de l'armée de l'air. Donc, ça permet de croiser les expériences, et c'est très bien. Et d'avoir aussi des purs civils qui ont connu d'autres choses. Alors, bien sûr, eux, ils n'ont jamais fait JVN. Pour la plupart, ils n'ont jamais fait de treuil. Oui. Ils n'ont pas beaucoup d'heures de vol de nuit. Et puis, par contre, ils ont d'autres choses qu'ils ont. Ouais, En tout à général, fait. ils ont beaucoup C'est d'heures un de vol. partage d'expérience Tout à fait. aussi. Ils sont très à l'aise en pilotage parce qu'en général, dans le civil, on travaille beaucoup plus que dans les étatiques. Un étatique, il fait 200 heures par an, alors qu'un civil, Ouais. il va en faire 500, 600 par an. Donc, il aura beaucoup plus d'heures de vol. Il va juste falloir qu'il apprenne certaines techniques. Ok. Donc toi, tu conseillerais plutôt dans un cursus Si on militaire? part, disons que le cursus militaire, il s'adresse aussi à des gens qui veulent être militaires d'abord. Oui. Parce que sinon, ça ne marche pas. Parce que si on veut juste être pilote, la vie militaire, c'est quand même une particularité. Hein. Oui, bien sûr. Et puis, ça veut dire qu'il faut s'engager. Potentiellement, on va prendre des risques. Et puis, il faut être disponible. Enfin, c'est particulier. Mais c'est grisant. On travaille sur des machines qui sont superbes. Et puis, on fait des vols qui sont aussi des vols tactiques, des choses comme ça qui sont quand même assez grisantes aussi. Ouais, hein, tout à fait. faut le reconnaître. Mais oui, c'est la porte idéale parce qu'en plus, c'est là qu'on apprend son métier au top. Parce qu'on va faire de tout. On va aussi bien faire, donc, comme je disais, du vol de jour, du vol de nuit, du vol en très basse altitude, de voler les instruments, se poser sur des bateaux, voler outre-mer, dans le froid, dans le chaud. Enfin, on va tout connaître de l'hélicoptère. Donc c'est un gros pourcentage de militaires qui travaillent Chez à nous, la sécurité c'est civile. plus de 90%. Ah ouais, quand même. Ouais, Ok. parce qu'il y a assez peu de civils. Mais en même temps, je pense que quelque part, ça reflète aussi le marché des pilotes civils. C'est 90% d'anciens militaires. Oui. Pour les simples raisons de ce que ça coûte. Ouais, absolument. Ouais, tout à fait. Une qualif IFR sur un Accureuil, c'est 100 000 euros. Ok. Et la qualif IFR, ça veut dire qu'avant, il faut déjà passer le pilote professionnel. Ouais, complètement. Ouais, Donc, tout à fait. c'est beaucoup d'argent. Donc, moi, j'ai beaucoup de collègues qui sont passés par là, et qui ont accepté d'être militaires et qui ont fait ce métier volontairement, mais leur but, c'était d'abord d'être pilote, c'est sûr. Ouais, tout à fait. Et après, ils choisissaient une carrière courte, ce qui est possible, et après, ils allaient faire autre chose. Si on revient à ton parcours pro, même à ton parcours aéronautique, je dirais, de manière générale, ta première expérience de vol, la première machine que tu voles depuis le tout début, ce qui t'a attiré jusque-là, Alors, la première machine, le premier vol, donc moi j'ai eu la chance, entre guillemets, puisque je commence à être un petit peu âgé, de voler sur le premier hélicoptère à turbine au monde. J'ai passé ma qualif en 1986 sur Alouette 2, et je me souviens que le premier vol qu'on faisait à Dax, c'était un vol d'acclimatation, où le moniteur il allait nous montrer ce que c'était que le vol en hélicoptère. Ok. Et la première chose que je me suis dit, c'est j'y arriverai jamais. Parce que, alors d'abord, la sensation d'être en l'air et de ne pas bouger, de ne pas avancer, ça c'est bluffant.
Et puis je voyais bien quand même qu'il fallait beaucoup tricoter cette machine, que le stationnaire sur un hélicoptère basique, sans pilote automatique, eh ben, c'est du boulot. Et qu'au début, et dans les armées, alors je dirais qu'au bout d'un moment, si je veux être méchant ou optimiste, ça dépend comment on voit les choses, un singe va y arriver, si on lui donne suffisamment d'heures de vol. Ouais, bien sûr. Mais dans les armées, en 20 heures, il faut faire ça, en 20 heures, il faut faire ça, et c'est comme ça. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a des tests psychotechniques qui servent à voir quelles sont les personnes qui sont un peu plus réactives, qui ont une meilleure... qui sont un peu mieux au niveau psychomoteur, on va dire, et qui sont capables d'apprendre Oui. assez vite. Oui. Mais quelque part, quelqu'un qui a les ressources financières et qui veut absolument apprendre à voler, ça va lui prendre un peu plus de temps, mais il va y arriver. Oui, tout à fait. Tout le monde peut y arriver. Oui, oui, oui. Mais voilà, dans le cursus militaire, il faut rentrer dans une enveloppe, d'abord parce que ça coûte cher, et puis parce que ça veut dire qu'on est quand même sur des gens qui sont capables de réagir assez vite, d'apprendre assez vite. Et c'est vrai qu'au début, le stationnaire sur un hélicoptère qui n'a pas de pilote automatique, c'est un terrain de foot. Oui, c'est ça. Parce que la particularité, contrairement à l'avion, alors l'avion aussi c'est un petit peu compliqué, mais un avion, il y a moins d'effets secondaires sur les commandes. Oui, tout à fait. Et un hélicoptère, ça se pilote vraiment avec les deux pieds et les deux mains. Et en fait, chaque action sur une commande entraîne des actions sur les autres commandes en cascade. Le stationnaire sur un hélicoptère comme une Alouette, eh ben, c'est un équilibre qu'on tient, mais à l'envers. Hein, on est sur la tête et c'est compliqué. Alors que sur une machine comme ça, ben c'est comme tout. Hein. Aujourd'hui, piloter un Rafale, c'est plus facile que piloter un Mirage 3. Ou un étendard 4 sur le porte-avions, c'était plus difficile à poser qu'un Rafale. Pourquoi ? Parce qu'il y a les ordinateurs, il y a les pilotes automatiques qui font le travail. Bien sûr. Et sur une machine comme ça, eh ben, on travaille toujours à travers le pilote automatique. Okay. Et en fait, le pilote automatique est toujours là. Et sur un stationnaire, par exemple, le pilote, il donne un ancrage aux manches. Et les micro-corrections, c'est le pilote automatique qui les fait. Ouais. Donc, il n'y a plus besoin de... Il y a des gyroscopes, il y a des gyros, de choses. Il y a tout un tas d'asservissements qui permettent de simplifier beaucoup le travail du pilote. Okay. En plus, sur un hélicoptère de cette génération-là, même s'il a 20 ans, il y a 20 ans, il était mieux équipé qu'un Boeing 737. Oui, c'est dingue. Il y a des modes supérieurs qui font qu'on appuie sur un bouton, l'hélicoptère va suivre une trajectoire, il va aller capturer une altitude, il va aller capturer une vitesse, et en fait on n'a plus les mains sur les commandes tout le temps, ce qui fait que ça libère le pilote aussi du pilotage pur, et ça permet de prendre du recul et de prendre des décisions plus sereinement que lorsqu'on est en train de se battre avec la machine, en train de piloter, et qu'en plus il faut... Ça limite aussi cet effet tunnel, hein, d'être piégé sur un détail ou des choses comme ça. Exactement. Par contre, ça demande de l'entraînement parce que, comme c'est des machines complexes, si on n'a pas anticipé, on ne comprend pas ce qu'il fait en fait. Parce que lui, on a mal rentré quelque chose, bah, lui il fait ce qu'on lui dit. Ah, bêtement, Et si on s'est trompé quelque part, on dit mais qu'est-ce qu'il me fait? Et quand on est en IMC, donc sans visibilité dans les nuages, carrément c'est dangereux parce que on ne comprend pas pourquoi il ne va pas sur le point, pourquoi j'ai pas rentré. Et potentiellement ça va prendre d'énormes ressources et parfois il faut du temps. Donc ça demande de l'entraînement. Oui, tout à fait. Donc tu as immédiatement piloté des hélicoptères ou tu avais déjà un passé dans l'aviation légère ou pas du tout? Pas du tout. Excellent. C'est la particularité de l'aviation légère de l'armée de terre. Oui. L'armée de terre en France, à l'époque, n'avait quasiment que des hélicoptères. Okay. Contrairement aux deux autres armées, armée de l'air et marine, où on cherche le cursus, c'est pilote de chasse. Okay. Donc les gens sont d'abord tous engagés pour être des pilotes de chasse. Et pendant le cursus, ils vont être dégradés, entre guillemets, ou choisir eux-mêmes. Ben moi, je veux plutôt être dans le transport, ou moi, je vais plutôt être dans les hélicos. Mais le cursus est différent. Donc ça veut dire que ces gens-là, ils passent tous un brevet avion, d'abord. Et ils sont écrémés d'abord sur avion. Okay. Alors que dans l'armée de terre, on ne cherche pas des pilotes avions, on cherche des pilotes hélicos. Et quelque part, même psychologiquement, ce n'est pas la même chose parce qu'un pilote d'hélico, il est amené à travailler en équipage. Alors qu'un chasseur, c'est quelqu'un qui doit être seul dans sa machine, au départ en tout cas. On est d'accord, tout à fait. Quelqu'un qui va prendre les décisions tout seul. Donc on ne cherche pas forcément les mêmes personnalités. Ok. Et dans toute ta carrière que tu as, qui est très belle, est-ce qu'il y a une machine en particulier qui t'a plus touché qu'une autre, qui t'a vraiment, tu te dis, si je dois en garder une? Ah ben, alors, il y en a, oui, c'est compliqué de faire le tri parce que j'ai eu la chance d'en faire pas mal. J'étais qualifié sur Alouette 2, Alouette 3, Gazelle, Puma, Cougar et EC145. Mais la machine peut-être ce qui m'a marqué le plus, c'est le Cougar, donc le Super Puma, parce que c'est une machine très puissante, c'est une grosse bête. Et
pour avoir fait du Puma, qui était une machine plus ancienne, mais qui était un vrai tapis volant. C'était une machine très agréable, le Puma, mais qui était vraiment à l'ancienne, au niveau avionique. C'était vraiment... on faisait du l'IFR avec cette machine, mais c'était très, très simple. Le Cougar, il y avait des modes supérieurs, et surtout, c'était une machine puissante, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc je pense que c'était vraiment la machine qui m'a marqué. Et puis après, il y a celle-ci, hein, parce que mine de rien, c'est la machine sur laquelle j'ai plus d'heures. Hein. J'ai presque 4000 heures de vol sur le C145, et c'est une super machine. Pour le boulot qu'on fait, c'est la taille idéale pour faire du secours, parce qu'il n'est pas trop grand. Il est plus grand qu'un EC135. On peut prendre jusqu'à 8 personnes derrière, malgré tout. Hein. Et il est assez puissant, il est assez rapide. Il est fait pour faire du secours. On le voit avec cette porte qui s'ouvre, qui sert à sortir le brancard. On a un treuil de 90 mètres qui permet de sortir 2 personnes en même temps, c'est-à-dire le secouriste et le secouriste. Sur Alouette 3, parce que j'ai eu la chance de faire de l'Alouette 3, qui est quand même une machine mythique pour le secours. L'Alouette 3, c'était le secouru, il était tout seul au bout du câble. Donc quand on était au Grand Joras à 4000 mètres d'altitude et pendu dans le vide parce qu'il n'y avait pas la place pour deux. Ça doit faire bizarre. Hein. On n'a pas le choix en même temps. Alors que là, le secouru, il y a toujours le secouriste avec lui. Ça fait un treuil de moins, puisqu'on remonte 2 personnes au lieu de remonter le secouriste. Enfin bref, ça fait moins de treuil. Et puis le treuil à 90 mètres, c'est du bonheur parce que dans le Jura, il y a des canyons de plus de 60 mètres de profondeur. Où des fois, on va treuiller, on va sortir parfois 80, voire plus de mètres de câbles pour aller jusqu'au fond. C'est ça. Donc le C145, c'est quand même une belle machine. Et puis donc l'évolution que je ne vais pas encore connaître tout de suite, mais que j'espère connaître avant de m'en aller, ce sera le H145. Et d'après les collègues, c'est la Rolls. Donc alors, en plus de ça, déjà, en plus pour ne rien gâcher, mais c'est une très belle machine. Esthétiquement, c'est dans ces couleurs-là. Ça ne gâche rien. La livrée, c'est ce qu'on disait en off, mais elle est sublime. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les couleurs. Donc, nous, sécurité civile, on a longtemps été habillés en rouge, comme nos tenues. Bien sûr. Et ce qui fait qu'il y avait parfois, les gens disaient c'est l'hélicoptère des pompiers. Parce que chez nous, les pompiers ont des véhicules rouges. Et on travaille beaucoup avec les pompiers. Mais non, ce n'était pas l'hélicoptère des pompiers. Alors, est-ce que c'est par réaction à ça? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on a pris la couleur des Canadair. Donc, nous, les Canadair sont jaunes et rouges. Et quand on a récupéré le C145, quand il est arrivé donc, dans la sécurité civile dans les années 2000, eh bien, il avait cette magnifique livrée rouge et jaune et noir. Aux couleurs de l'Allemagne. Aux couleurs de l'Allemagne, comme il est fabriqué en Allemagne. Les Allemands étaient très contents de le peindre comme ça. C'est ça, j'imagine, un petit côté chauviniste. Et d'ailleurs, donc les premiers instructeurs chez nous, les premiers pilotes ont été formés directement à Donauwörth en Allemagne, chez Eurocopter Deutschland, avant que ça devienne Airbus hélicoptère. Et puis, il y a eu un soutien qui a été aussi fait par l'Allemagne à Nîmes. Sur les premières livraisons, il y avait des mécaniciens allemands qui étaient là pour former nos propres mécaniciens. Et encore aujourd'hui, les premiers équipages qui sont formés sur H145 sont formés en Allemagne. Et puis après, quand on aura récupéré, ça va commencer déjà cette année, je crois, on récupère la qualification ou pouvoir le faire chez nous directement. On n'aura plus besoin d'aller en Allemagne. Ceci dit, c'est sympa parce que moi, d'aller à l'étranger, j'ai fait ma qualification Super Puma en Norvège. Parce que l'armée française n'avait pas de simulateur de Cougar. Et vu le prix de l'heure de vol d'un Cougar, il valait mieux aller en Norvège. Ça coûtait un petit peu cher le voyage, mais au moins là-bas, on avait des heures de simu parce que c'était le seul simulateur. Incroyable. Dans les années 90, parce que là-bas, ils font du offshore avec le Super Puma. Et donc, il y avait beaucoup de boîtes, et y compris militaires, qui allaient faire du simulateur chez Helicopter Service, qui était une boîte de offshore, qui avait le seul simulateur du coin. D'accord. Donc c'était sympa. C'est sympa d'aller faire un petit peu. Voir ce que en plus, la Norvège, c'est magnifique. C'est un magnifique pays. Bon, après, on avait des heures, comme les heures, le simu, il faut le faire travailler H24. C'est ça. Et nous, l'armée française, on ne faisait pas de ceux qui payaient le plus parce qu'on avait les heures à partir de 23h jusqu'à 2h du matin. C'était un peu fatigant. J'imagine. Ça faisait un beau voyage. Pour le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ta carrière alors moi, il me reste quelques années encore à faire dans la sécurité civile. Et avant de partir, j'espère que j'aurai l'occasion de voler sur le H145, puisque là, la France va en acheter 40 pour renouveler intégralement le parc de C145. Et il est prévu qu'à Besançon, ce sera aux alentours des années 2028. D'accord. Donc normalement, je devrais être encore là. Donc j'espère pouvoir goûter à cette belle machine. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Merci beaucoup Xavier pour cette interview qui était incroyable. Pour moi, c'est un honneur de pouvoir interviewer des gens comme toi. C'est un plaisir de parler d'un métier qu'on aime. Et puis, peut-être qu'on va se revoir une prochaine fois. Avec plaisir. Merci beaucoup Xavier. À la prochaine. Merci.